Pourquoi a-t-on surnommé les Jeux de 1904 les Jeux de la honte? Deux villes sont en concurrence pour héberger les Jeux de cette troisième Olympiade. Chicago d'un côté et Saint-Louis du Missouri de l'autre. La candidature est soutenue par Coubertin, alléchée par la promesse de travaux gigantesques et entre autres la construction d'un stade de 50 000 places. Ce projet permettrait d'effacer le fiasco des Jeux de 1900. En face, c'est Saint-Louis du Missouri qui propose également sa candidature soutenue par James Edward Sullivan, président de l'Association américaine des associations sportives. Coubertin finit par demander un vote du CIO qui penche très nettement pour la candidature de Saint-Louis. Il ira même jusqu'à solliciter l'arbitrage officieux du président américain Theodore Roosevelt. En 1904 doit se tenir à Saint-Louis la troisième exposition universelle américaine. Elle fait suite aux expositions universelles de Philadelphie en 1876 et de Chicago justement en 1893. Cette troisième exposition universelle américaine doit être aussi l'occasion de célébrer le centenaire de l'achat par les États-Unis de la Louisiane à la France. En effet, le 30 avril 1803, la France avait vendu pour 15 millions de dollars, soit 80 millions de francs, ce territoire gigantesque de 20 millions de kilomètres carrés. On reproduit donc le schéma des Jeux de 1900. Les Jeux de 1904 vont donc s'insérer dans le programme sportif prévu pour l'exposition universelle, rassemblant sur plus de 5 mois 400 compétitions et 9000 sportifs. Coubertin, déçu par le choix du CIO, montre très peu d'intérêt pour les Jeux organisés à Saint-Louis. Il ne se déplacera même pas outre-Atlantique et préférera confier la gestion des Jeux aux membres du CIO, le Hongrois Ferenc Kemeny. Les Jeux 1904 se dérouleront pratiquement sans la présence d'aucun sportif européen. La plupart des sportifs présents à Saint-Louis sont américains, et ce pour deux raisons. D'abord, les tensions causées par la guerre russo-japonaise. Ensuite, à cause des difficultés pour se rendre à Saint-Louis en ce début du XXe siècle. La traversée de l'Europe vers l'Amérique est très souvent le fait de migrants qui ne prennent qu'un aller simple pour changer de vie. N'oublions pas non plus que la plupart des sportifs sont encore des amateurs. C'est la raison pour laquelle seuls 7 États européens seront représentés aux Jeux de Saint-Louis en 1904. Et la France, me direz-vous? Eh bien, elle n'est représentée que par un seul sportif, et encore, s'agit-il seulement d'un Français vivant aux États-Unis. Il s'appelle Albert Corré, c'est un marathonien qui finira d'ailleurs deuxième du marathon de 1904. Les Américains sont furieux de cette absence de délégation européenne, eux qui estiment avoir fortement contribué aux Jeux de 1900 en envoyant 73 sportifs à Paris. Ainsi, sur les 651 participants officiellement comptabilisés par le CIO, 523 sont américains. Chiffre en net recul, seules 6 femmes participent aux Jeux de 1904. Ces Jeux sont aussi marqués par plusieurs innovations. Ce sont d'abord les premiers à présenter officiellement 3 médailles et non plus 2, or, argent et bronze. Deux nouvelles disciplines sportives font aussi leur apparition, la boxe et la lutte libre. Et puis, ces Jeux innovent aussi avec l'apparition du dopage. On en parlera tout à l'heure quand on abordera le désastreux marathon de 1904. Les Jeux de Saint-Louis n'échappent pas aux préjugés racistes qui imprègnent ce début du XXe siècle. Les Jeux de Saint-Louis sont précédés par 2 journées qui vont être appelées journées anthropologiques. Au cours de ces journées, des compétitions sportives réservées aux primitifs, suivant le programme de 1904, sont organisés pour tester devant des scientifiques les qualités sportives des races, toujours selon le programme, jugées inférieures. Une centaine d'indigènes sont tirés manu militari des cages de l'exposition anthropologique qui accompagne l'exposition universelle de 1904 et forcés de participer à ce qui sera surnommé les Olympiades sauvages. On trouve parmi les participants à ces Olympiades sauvages des Sioux, Pony, Crow, Navajo parmi les Amérindiens, mais aussi des Aïnous du Japon, des Cocopas du Mexique, des Syriens de Beyrouth, des Patagoniens, des Zoulous, des Pygmées d'Afrique et les représentants de 3 tribus des Philippines, les Moros, les Negritos et les Igoros. Le célèbre chef Apache, Geronimo, alors âgé de 75 ans, est lui-même tiré de sa prison et forcé d'assister à ces Olympiades sauvages. La première journée sera consacrée à des disciplines tirées du programme olympique, des épreuves de course, de saut ou encore de lancer de poids. Les résultats de ces primitifs sont très décevants et en dessous des standards des sportifs européens. Mais on n'a pas pris la peine de leur expliquer les règles de ces épreuves. Ainsi, pour la course du 100 yards, c'est un Indien dit américanisé qui s'appelle George Mans
qui arrive premier avec un temps très médiocre, 11 secondes et 4 centièmes. La seconde journée est consacrée à des activités sportives prétendument ancestrales pour les peuples sauvages. Escalade d'un mât de 15 mètres, tir à l'arc, tir de javelot. L'organisateur de ces épreuves est l'organisateur de l'exposition universelle lui-même, James Edward Sullivan. Au travers de ces 2 journées anthropologiques, Sullivan veut détruire le mythe d'athlète naturel parmi les peuples primitifs. Il veut aussi prouver la supériorité de la race blanche en se basant sur des bases prétendument scientifiques. Pour atteindre cet objectif, les performances réalisées par les peuples sauvages seront systématiquement comparées à celles des sportifs européens venus participer aux Jeux. Il s'agit pour Sullivan, au travers de ses expériences, de justifier la politique ségrégationniste aux États-Unis, mais aussi les aspirations coloniales des États-Unis. Lors de la seconde journée, qui doit présenter des activités traditionnelles des peuples primitifs, la bataille debout organisée par les Pygmées va être très médiatisée. Cette bataille debout doit servir d'exemple de l'infériorité des colonisés et servir d'argument supplémentaire pour justifier la colonisation, surnommée en 1899 par Rudyard Kipling le fardeau de l'homme blanc, une idée avec laquelle Coubertin est assez d'accord. Même s'il désapprouve ces jeux, dans un article de la revue du CIO paru en 1912 et titré « Les sports et la colonisation », Coubertin écrit que le sport est pour lui un instrument vigoureux de disciplination des peuples indigènes dans leur longue marche vers la civilisation. Parmi les participants aux Jeux de 1904, il faut retenir le cas de George Heiser. George Heiser, un comptable originaire du Missouri, remportera en gymnastique 6 médailles, 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze au cours des Jeux de 1904. Il égalera ainsi les performances de son compatriote Elda, qui remportera 6 médailles également, mais 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Petit détail. George Heiser est un sportif unijambiste qui a perdu une jambe lors d'un accident de train survenu dans sa jeunesse, et c'est donc avec une jambe de bois qu'il remporte ses 6 médailles. Il est le premier à ouvrir la voie qui conduira un jour à l'émergence des Jeux paralympiques. Et maintenant, passons au récit du marathon de 1904, qui est très certainement le pire marathon de l'histoire des Jeux. Alors, pourquoi l'affirmer ? D'abord, les organisateurs américains décident de donner le coup d'envoi du marathon à 15h30 en plein milieu de l'après-midi, par une température de 32 degrés et un taux d'humidité de l'air de plus de 90%, des conditions irrespirables. Ensuite, ils décident de n'organiser que 2 points de ravitaillement en eau dans les 20 premiers kilomètres de la course, et puis ensuite aucun autre point de ravitaillement jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans quel but ? Faire une expérience, tester les effets de la déshydratation sur les coureurs. Troisième raison qui permet de qualifier ce marathon comme pire marathon de l'histoire. Un parcours très difficile. 7 collines à gravir, dont certaines avec une chaussée recouverte de pierres éparpillées, et une partie du parcours en milieu urbain, sans interruption de la circulation, et où il faudra que les coureurs slaloment entre les tramways et les trains. Les participants sont 32 au départ. Les charrettes qui accompagnent les coureurs soulèvent d'énormes nuages de poussière qui rendent très très vite la visibilité quasiment nulle. En voulant éviter un coureur, une voiture tombe dans un fossé, 2 blessés graves dès le début. Au premier kilomètre, un Californien, William Garcia, s'effondre sur le bord de la route agonisant. À force de respirer de la poussière, il a fait une occlusion de l'œsophage, une hémorragie interne, son estomac s'est déchiré. Sans l'intervention des médecins de la course, à quelques minutes près, il aurait pu mourir. Un facteur cubain, Félix Carbajal, est arrivé après avoir récolté les fonds nécessaires à sa participation à Cuba au cours de ses tournées auprès de généreux donateurs. Et arrivé à la Nouvelle-Orléans, il a tout perdu au jeu. Il a donc été contraint de faire le parcours de la Nouvelle-Orléans à Saint-Louis à pied, en stop, et il arrive in extremis pour le départ de la course, en chaussures de ville et en pantalon. Pantalon qu'il sera contraint de couper pour se conforter au code vestimentaire de la course. Il finira 4e, après avoir pris le temps de très nombreuses haltes pour discuter avec la foule présente sur les bords de route. Il s'est même arrêté pour manger des fruits. D'ailleurs, l'ingestion de pommes pourries lui provoque de violents maux de ventre et l'oblige à s'allonger plusieurs minutes, pendant la course, sur le bord de la route. Alors qu'ils sont exploités dans un des zoos humains de l'exposition universelle, 2 Sud-Africains, Lento et Jane Massiani, sont autorisés à participer au marathon. Ils s'élancent pieds nus et, à un rythme très soutenu, prennent vite la tête de la course. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, ils sont attaqués par des chiens errants qui les obligent à faire un détour de plus de 2 km. Ils arriveront finalement 9e et 12e sur les 17 arrivants. Sans ce détour, ils auraient très probablement été les premiers sportifs africains à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Bon, et finalement, qui a gagné ? C'est un maçon new-yorkais qui s'appelle Fred Lords.
Il arrive en tête sous les acclamations des 10 000 spectateurs. La fille du président américain, Alice Roosevelt, s'apprête à passer autour du cou de Lords la médaille d'or. C'est alors que l'entraîneur du second coureur, Thomas Higgs, décide de dénoncer la supercherie. En effet, Lords, pris de crampes au 10e kilomètre, a parcouru une grande partie de la course dans une voiture, prenant même le temps de saluer la foule présente sur le bas-côté. Très mal à l'aise, Lords se retrouve sous la huée de la foule, obligé de se justifier et dira qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Enfin, rappelez-vous, on a dit aussi que c'était les premiers jeux où on entendrait parler de dopage. Le vainqueur, finalement, Thomas Higgs, passé de la 2e à la 1re place, avouera à la presse s'être envoyé pour tenir le rythme de la course un mélange de strychnine, une espèce de morora, de blanc d'œuf et de brandy, de l'alcool. Il dira d'ailleurs à la presse qu'il s'agit pour lui de la course la plus dure de toute sa vie. Et on le comprend. Il est maintenant temps de nous quitter, on se retrouve très bientôt pour les Jeux en 1908.